Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur. Good afternoon. This must be the most extreme movie about bad roommates. What gave you the idea for making this picture? In the third year of no one wanting to finance The Witch, my brother and I had dinner, and he said that he was writing a screenplay about a ghost story and a lighthouse. And I was very envious of that idea, and I immediately visualized this black and white 35 millimeter boxy aspect ratio, crusty, dusty, musty, pipe smoke, salt cod world and atmosphere. That was not what he was writing, but that's what I pictured. And a couple months later, I asked him how it was going, and he said, it's not going very well. So I asked if I could take a crack at it. So I started researching. I found a true story about two lighthouse keepers in Wales, both named Thomas, and that was sort of the beginning of things. I was wondering actually. Are you? Oh, I thought you were saying like stop so that you could. Yeah. No, go on. And both named Thomas, and so I realized that it could be like a potential interesting situation to be a two-hander about identity. So I worked on this. I also the midpoint in the film where Rob finds the mermaid on the beach. I had that exactly imagined quite early on. So a couple years ago, when I was trying to develop some other things, I got back together with my brother and we decided to work on it together. And kind of said, okay, I have the beginning, I have the situation, and I have the middle scene. Now we have to figure out everything else. La question portait sur le fait que c'est peut-être le film le plus extrême que monsieur a vu sur des histoires de colocataires, enfin de personnes qui vivent ensemble, de deux personnes qui vivent ensemble. Et est-ce que le réalisateur peut nous en parler un peu? Et il nous dit qu'en fait l'idée vient d'un moment où il était... Alors, vous avez sans doute vu son film précédent, The Witch, et en fait, c'était 3 ans dans le montage financier de The Witch. 3 ans après avoir débuté le montage financier de The Witch, il a dîné un jour avec son frère et ils ont discuté. Et son frère lui a parlé d'un scénario qu'il était en train d'écrire, d'un projet qu'il était en train de monter. Et ce projet, c'était une histoire de fantôme qui se passerait à l'intérieur d'un phare isolé. Et il n'en connaissait pas plus à propos de cette histoire, mais simplement le simple fait, c'était très évocateur. Le simple fait, il a tout de suite imaginé un phare à l'époque victorienne. Il a imaginé un film en 35 mm, un film en noir et blanc, avec un format presque carré, etc., quelque chose de très graphique. Et il a tout à coup extrapolé tout ça. Et puis 2 mois plus tard, en fait, il a rediscuté, il a eu de nouveau un dîner avec son frère, et ils ont rediscuté de l'idée, et il lui a demandé alors où est-ce que tu en es de ton projet, et son frère lui a dit j'en suis nulle part pour l'instant, ça va pas très loin. Et donc il s'est dit, il a demandé à son frère, est-ce que éventuellement je peux moi faire un film en partant de ces idées, de ce thème, sachant que l'histoire que son frère avait écrite en fait n'avait pas grand-chose à voir avec le film, et simplement voilà, c'est tout ce que ça lui avait évoqué qui a donné lieu à cette nouvelle histoire. Et donc son frère était d'accord, et en partant de ce thème donc de départ, en fait, Robert a repensé à une histoire vraie. Et c'était une question, je l'avoue, un tout petit aparté, que moi-même personnellement j'avais envie de lui poser, parce que je connaissais l'histoire en question, moi aussi, qui était une histoire qui avait été racontée il y a bien longtemps dans les Pierre Bellemare raconte. C'est une histoire absolument extraordinaire. I'm talking about the true story. Oui, une véritable histoire de 2 marins qui étaient partis pendant 3 mois sur un phare, sur une île isolée, et qui ont disparu, mais on a retrouvé leur carnet de bord. Bref, et donc il est parti de cette histoire authentique, de ce que lui avait évoqué l'idée de son frère, du scénario, pour fabriquer un film qui était différent. Mais ceci étant dit, il voulait faire un film sur l'identité, sur la perte d'une identité, sans doute sur la folie, et il avait quelques points comme ça
Il avait le point de départ, il avait l'ambiance de départ, le lieu. Il avait une scène qu'il avait en tête, cette scène qu'on retrouve dans le film, où Robert trouve la sirène sur la plage. Et donc voilà, il avait ces petits points, et il s'est tout simplement retrouvé avec son frère. Ils se sont retrouvés autour d'une table, et ils ont développé le scénario à partir de ces quelques points qu'ils avaient pour aboutir au film que vous avez pu voir aujourd'hui. Y a-t-il une autre question dans la salle, monsieur? Thank you. So my question is, sorry, I need to. What was the most challenging thing about making this movie? Because it's such a well-crafted movie, and I just wonder what was the most difficult thing for you. Thanks for saying so. I mean, nothing was easy. Everything was very challenging, to be totally honest. The picture edit was fairly pleasant. It wasn't without its difficulties, but that was nice. And the color grade, or the colorless grade, was also simple. Everything else was fairly nightmarish, but fun. But the location was extremely punishing and cold and miserable in every way. And if this weather was nice, we couldn't shoot and we had to go inside. And if the weather was bad, we were shooting, but we were moving incredibly slowly and working. When we got into the studio, we couldn't make up for lost time, because if we were shooting in Vancouver or Toronto or the UK at a higher budget level, we would be working potentially with a crew that was shooting on 35 millimeter more often. But in Nova Scotia, because of the films they're doing, it's like all digital. So everyone was remembering like how to shoot on film again. And then nobody remembers how to shoot on black and white 35 millimeter negative, because people don't shoot on it. I mean, our focus puller in his 60s was saying, I shot on black and white negative when I was in film school. La question portait sur le tournage. C'était un tournage qui, sans aucun doute, a été un tournage un peu compliqué parce que l'endroit, le lieu de tournage, parce que la technique de tournage, etc., ça sans doute était un peu compliqué. Donc, quels ont été les moments les plus compliqués, les choses les plus compliquées pour vous à gérer pendant le tournage? Et le réalisateur nous dit qu'en fait, tout a été compliqué pendant le tournage. Quelque part, s'il réfléchit, il va nous dire que le montage était plutôt sympa, la colorimétrie du film, ajuster les couleurs du film était également sympathique, mais en dehors de ça, c'était un cauchemar. Et pourquoi c'était un cauchemar? Alors, attention, un cauchemar, mais il nous dit lui-même un cauchemar sympa. C'est-à-dire, voilà, c'était vraiment très dur, on en a vraiment bavé, mais c'était sympa. Alors pourquoi? Déjà, pour commencer, il y a le lieu de tournage, qui n'était vraiment pas un lieu de tournage très accueillant, on va dire, ni agréable. Lorsque il faisait beau, comme c'était pas du tout ce qu'il cherchait à tourner, il tournait autre chose, il tournait des scènes d'intérieur, etc. Mais lorsqu'il faisait moche, alors à ce moment-là, il pouvait tourner à l'extérieur, mais comme justement il faisait moche, il faisait très moche, pas moche Deauville moche, mais moche. Du coup, c'était très très compliqué parce qu'ils avaient des temps de tournage qui étaient forcément très réduits, il faisait très froid, il y avait énormément de vent, etc., etc. Donc c'était vraiment compliqué. Alors, et puis en plus de ça, il y avait un autre problème technique, c'est que s'ils avaient tourné, par exemple, sur un studio à Vancouver, au Canada, ou à Toronto, au Canada également, ou à Los Angeles, que sais-je, à ce moment-là, évidemment, il est aisé de trouver dans ce genre d'endroit des personnes, des équipes qui sont habituées à tourner avec du 35 mm, du film. Mais dans le Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse canadienne, il n'y a pas de gens qui filment encore comme ça. Donc toutes les équipes, elles sont habituées à tourner en digital. Et ça a été forcément assez compliqué parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de tourner en film. Tourner en film et en digital, c'est vraiment deux techniques différentes et c'est un savoir-faire qui se perd. Donc voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais voilà. Une autre question dans la salle? Monsieur. Merci. Bonjour. Je vous associe à une sorte de nouvelle vague du cinéma américain indépendant. J'ai l'impression que des réalisateurs comme David Robert Mitchell ou S. Craig Zeller sont à peu près dans le même univers. Est-ce que vous trouvez que
Les studios hollywoodiens sont plus faciles à convaincre aujourd'hui pour faire des films comme vous les faites qu'il y a une dizaine d'années. Merci. This German actually associates you to some kind of new wave of indie cinema. I mean, directors such as David Robert Mitchell and so on are making movies which are not the same, but in the same spirit, let's say, same universe. And would you say that today Hollywood studios are more easy to convince to make movies a bit different, like, you know, the kind of movies, like, for example, the kind of movie we saw today? Hollywood studios are not wanting to finance anything but franchise movies. But independent studios and some smaller studios in Hollywood are happy to take risks on interesting personal films that are real cinema if they have the financial safety umbrella of being a genre film. And so people like me and Mitchell and Ari Aster and Jordan Peele and so on and so forth have an opportunity to and Jennifer Kent have an opportunity to make these more unique films, and it is a nice time for that. Les grands studios hollywoodiens n'ont pas envie de produire des films qui sont autre chose que des films de franchise. De franchise, je parle évidemment, vous avez compris. Voilà. No offense. Et bien sûr, il ne dit rien de mal ici, simplement, mais c'est un fait. C'est un fait. Et donc, c'est vrai que c'est surtout les studios indépendants à Los Angeles et ailleurs, d'ailleurs, parce qu'à Los Angeles, il n'y a pas que des grands studios. C'est surtout les studios indépendants qui prennent des risques, mais qui sont heureux de prendre des risques pour pouvoir délivrer des films intéressants. Donc des films avec un regard différent, un discours différent, une forme différente. C'est possible de le faire au travers des studios indépendants. Les grands studios hollywoodiens, ça ne les intéresse pas. Et donc les films de genre peuvent s'épanouir au travers de toute cette myriade de petits studios qui heureusement existent. Et c'est comme ça qu'on peut voir les travaux intéressants et novateurs de réalisateurs comme lui-même, et également de réalisateurs comme David Robert Mitchell, comme vous l'avez cité, Jordan Peele, ou Jennifer Kent, la réalisatrice de Babadook, dont vous vous souvenez peut-être, sûrement, qui vient de réaliser son nouveau film Nightingale. Et voilà, c'est comme ça qu'on a plus de possibilités en tant que réalisateur, nous dit-il, de pouvoir faire des choses intéressantes en dehors du système des grands studios hollywoodiens. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, monsieur ici. You again. Yeah, sorry. I've read that you built a proper lighthouse for the movie. How did you do it? How did you do it? And also, what happened to the lighthouse afterwards, after the shooting of the movie? Oh, please. Okay. Sorry. Yes, we built every building that you see in the film, and the building a working lighthouse was difficult, and we were building it in the winter, and the seawater was freezing on the scaffolding, and it was difficult to make a structure that would be a temporary structure that could support the weight of the Fresnel lens, which was inside, because that lens weighs like 2 tons. Easy. So it was a bit. It was quite the feat. I admit. But where did you find the Fresnel lens? The Fresnel lens was built for us. Really? Yes, it was the most expensive thing in the movie. Yeah, I guess. Okay. But the thing is, it was very costly to ship and insure a Fresnel lens, and also the Fresnel lenses that were easily available were either a second or first order, which can be like 8 to 13 feet high. Or they were very tiny and unimpressive, and we couldn't find a third order lens, which was the correct size for a 70-foot tall lighthouse. So that's why we had to have it built. Okay. And the town that we shot in wanted to keep the lighthouse because it was very picturesque, and they thought it would bring tourists. But I mean, the
the shack might have stuck around, but the lighthouse is not made of real brick, so it would have just disintegrated. Ah, ok. La question portait sur le phare que l'on voit dans le film, qui en fait a été construit de toutes pièces pour le film, ainsi que tous les bâtiments. Et, la question portait donc sur ce phare, qu'est-ce qu'il est devenu, quoi? Est-ce qu'il est encore là ou pas? Et le réalisateur nous dit, Robert nous dit qu'en fait, donc effectivement, ils ont tout construit et que ça n'a pas été une partie de plaisir, parce qu'encore une fois, sur cette île, qui est vraiment loin de tout, il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, c'était vraiment horrible en plein hiver. Donc construire tout ça, ça n'a pas été facile. C'est en plein hiver, l'eau de mer qui était l'eau de la mer, quoi. Il y avait des échafaudages forcément pour tout construire et tout garder. Et en fait, l'eau gelait sur les échafaudages. À quel point il faisait froid, quoi. C'était horrible. Et c'était très compliqué également de construire des structures temporaires, parce qu'au départ, évidemment, ils ont pensé à faire un truc temporaire vite fait, du décor classique. Mais le problème, c'était notamment que pour le phare, par exemple, ils voulaient absolument utiliser une authentique lentille de Fresnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, la lentille de Fresnel, c'est donc ce verre concave énorme qui a été dessiné par Monsieur Fresnel pour pouvoir faire en sorte que la lumière se voit de loin. Et une lentille de Fresnel, en fait, donc ils voulaient une vraie lentille de Fresnel, mais une lentille de Fresnel, c'est lourd. C'est très très lourd. Et le problème, c'est que les échafaudages auxquels ils ont pensé n'auraient jamais suffi à supporter le poids de la lentille. Donc, ils ont construit le phare. Et la lentille de Fresnel elle-même, d'ailleurs, a été un vrai problème, parce qu'il nous dit qu'en fait, aujourd'hui, on peut commander une lentille de Fresnel toute neuve, mais on peut la commander en deux tailles, soit énorme, c'est-à-dire genre 5-6 mètres d'eau, un truc absolument monstrueux, soit minuscule, mais entre les deux, il n'y a rien. Et à cause de ça, ils ont été obligés de se faire fabriquer une lentille de Fresnel sur mesure pour eux, avec une taille intermédiaire, assez grande, enfin pas non plus 4-5 mètres. Mais elle pesait quand même dans les 2 tonnes, donc c'était vraiment très lourd, et avec un petit échafaudage de rien, ça n'aurait absolument pas tenu. Donc voilà, ça a coûté beaucoup d'argent à fabriquer, ça a coûté également beaucoup d'argent pour transporter tout ça sur le lieu du tournage. Et à l'issue du tournage, en fait, la ville où ils ont tourné le film aurait bien aimé garder tout ça. En fait, ils auraient bien aimé garder le phare, etc. Parce qu'ils se sont dit, en plus, ça pourrait peut-être faire venir des gens, ça peut être une attraction touristique. Mais bon, ils ont construit en dur, mais pas en dur. Ils n'ont pas construit en pensant que ça durerait 300 ans. Donc, quoi qu'il arrive, évidemment, tout ce qu'ils ont construit a fini par se désagréger et a fini par disparaître. Donc voilà, ce que vous voyez dans le film n'existe plus. Y a-t-il une dernière question? Monsieur. Hello. Avant-dernière. I was talking to Richard Kelly a few months ago about Donnie Darko and what happened then with him with Southland Tales. I don't know if you noticed, but there have been some boos in the audience today. Some booing, people booing, and I'm telling you, I'm a great fan of Southland Tales, and I'm a great fan of this movie too. But are you conscious that you made your Donnie Darko, that you have to watch in your career that you're not making a Southland Tales? How far do you go with your imagination? Yeah, I mean, I was developing 3 other things and this is the least commercial thing on my slate, but this is the thing that got financed. I made some very big choices in the movie. The genre tropes that I use are really on the nose. The symbolism in the film is like ridiculously on the nose, but it's the film that I wanted to make, for better or for worse. Sometimes I'm with some audiences, I'll end up with pie on my face, but other times, people get it, and that's okay. But I think overall, even if I get some more divisive feedback as the film rolls out, it seems that I'm not in danger of Southland Tales.
Oui, la question portait sur... ce monsieur vient de nous dire qu'il a rencontré il n'y a pas très longtemps Richard Kelly. Richard Kelly qui avait explosé avec le film Donnie Darko et qui ensuite le souffle était légèrement retombé avec son film suivant qui était Southland Tales. Et donc la question portait sur est-ce que vous avez la sensation qu'avec ce film, parce qu'il a entendu quelques personnes pas contents dans la salle, et il se demande est-ce qu'avec ce film vous avez fait, ou avec le film précédent vous avez fait votre Donnie Darko, est-ce qu'avec celui-là vous venez de faire votre Southland Tales, et comment vous pouvez faire pour éviter de sombrer, revenir, etc. Le réalisateur nous dit qu'en fait il a développé 3 projets en parallèle, et que ce projet-là, c'était quelque part le moins commercial des 3 projets. Mais c'est celui qui a fini par être accepté pour le financement et c'est celui qui a fini par se monter. Donc voilà, il avait envie de faire ce film, il l'a fait, et il n'a pas calculé tout cela. Enfin, en tout cas, il n'a pas encore il n'avait pas réfléchi à cela à ce moment-là. Et il a pris des choix risqués, clairement. Il a décidé de faire un film de genre qui forcément divise beaucoup et réduit the range. De la possibilité d'être vu par un public large. Et puis, il a également décidé d'utiliser beaucoup de symboles dans le film, un symbolisme qui parfois peut être assez lourd également pour les spectateurs. Bref, il n'a pas fait un film facile. Il en a conscience, bien sûr. Bon, évidemment, le fait d'avoir un casting comme ça fait que quand même. Mais bon, il en a conscience. Mais après, voilà, même si c'est vrai que jusqu'à maintenant, les retours qu'il a par rapport à ce film-là sont évidemment très divisés, il se trouve que voilà, c'est le film qu'il a eu envie de faire à ce moment-là et puis qui vivra verra. Une dernière question, donc, pardon, monsieur. The movie has disturbing scenes, but I was wondering, there was also lots of humor in the movie. So I was wondering, was your goal to make a really full-on horror movie or a horror comedy movie? Yeah, I mean, the movie is not scary. I don't think it. I mean, some people have told me that they find it to be a horror movie. I don't think it is, even though it has horror genre tropes. But it was intended to be a mea culpa after The Witch, which takes itself so damn seriously and is practically humorless aside from a little bit of stuff with the twins. But sorry for the highfalutin references here, but thinking about how Tarkovsky is generally humorless and his hero Dostoevsky is hilarious, like you're rolling on the ground when you're reading it. And so I thought if I was going to make another miserable movie, we should be able to laugh at the misery. La question portait sur le fait que dans le film, il y a beaucoup de scènes dérangeantes, mais qu'en même temps, il y a également de l'humour. Il y a également des moments où, peut-être pas on rigole par terre, mais où on sourit. Et donc, est-ce que le but du réalisateur, c'était de faire un film vraiment d'horreur pure, ou est-ce que c'était de faire un film d'horreur, mais également une comédie, une espèce de mélange des genres? Et Robert nous dit qu'en fait, pour lui, même s'il a entendu beaucoup de spectateurs dire que c'était un film d'horreur, lui ne considère pas le film comme étant un film d'horreur. Il a voulu faire quelque chose d'un peu plus léger et donc de différent de son projet précédent qui était donc The Witch. The Witch, pour le coup, est un film qui se prend vraiment au sérieux. C'est pas drôle du tout, quoi. C'est pas le but du film et on le sent très bien en voyant le film. Alors que dans celui-là, il voulait faire quelque chose d'un peu différent. Un peu de la même manière qu'on pourrait finalement séparer les travaux de Tarkovsky et de Dostoevsky, puisque l'auteur préféré de Tarkovsky, d'Andrei Tarkovsky, c'est pas facile à dire, était Fyodor Dostoevsky. Et de la même manière que les travaux, les films de Tarkovsky sont durs, eh bien les bouquins de Dostoevsky, les livres, de Dostoevsky ont une légèreté. Et parfois on peut rire, on peut sourire, et il voulait jouer un peu sur cette corde-là avec ce film-là. Un film qui est encore une fois pas foncièrement drôle, mais effectivement, de temps en temps, il y a des scènes qui relâchent un peu la tension. Et c'était son but en tant que réalisateur. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is now over. Vous pouvez de nouveau applaudir le réalisateur. Thank you very much. Merci.